Là, je remercie Yves de Bruyne de me faire des grands signes de SOS dès lors qu'on en sera à peu près à 40 minutes pour vous donner la parole. Et j'imagine qu'il y aura bien des questions pour Marcel Moreau, que je remercie d'être là. Et Marcel Moreau, bon, avant d'écouter Roland Topor lui-même, personnellement, je n'ai eu l'occasion, mais c'était vraiment très étonnant de ne rencontrer qu'une seule fois. Je crois que vous, l'amitié a été forte et longue. Par quoi allons-nous commencer? Parce qu'on n'a pas trop préparé cela. On peut se permettre d'improviser. Est-ce que vous souhaitez d'abord lire un texte où vous vous demandez ce qui se passe dans le crâne de Topor, et vous écrivez crâne et pas dans la tête de Topor? Peut-être qu'écrire ce qui se passe dans le crâne et votre craniologie... C'est une question de sonorité, hein. C'est mieux crâne. Hein. Ça sonne bien, crâne. C'est plus organique aussi. Oui, c'est plus organique, oui. Voilà, donc c'est un texte que j'avais écrit pour L'Homme élégant, un livre consacré à Roland. Ce qui se passe dans le crâne de Topor défie la craniologie. Ce que voient ses yeux éborgne l'ophtalmologue. Avec l'œil qui lui reste, ce dernier commence à devenir toporien. Encore faut-il pour cela que son orbite expurgée évite le cliché orbital et tous les lieux communs sur les nucléations. Je ne peux croire un instant que les effets de surprise, si abondants dans cette œuvre, chaque menace de blasement éloignée d'une gifle, soit pure tactique. Topor, fort de sa complexion mentale, et je dirais même physique, ces mimiques de stars du cinéma muet convoquées par un cirque ambulant, ne peut que rencontrer l'inattendu. Et lorsqu'il provoque, l'étonnant semble parfois le suivre, non le précéder. L'homme est passé depuis un certain temps déjà, que son visage improvise encore. Topor est fou à ma convenance. Cela signifie qu'il n'a pas son pareil pour lire dans les lignes de l'abîme la vanité de nos surfaces. Il n'a guère besoin pour cela de nous pousser là où nous ne voulons pas aller. Il fait l'économie des navettes entre le visible et l'invisible, des zones interdites où il est descendu pour voir, il crée le mouvement qui nous fait le rejoindre pour savoir. Le piège le plus magique que l'art d'aujourd'hui nous tende, c'est lui, à sa manière, explorateur des ténèbres, désosseur de lui-même par amour de sa moelle, il nous attend sur les lieux de son démembrement. Funambule la nuit sur un fil de fortune, cheveux qui ne tiendraient qu'à un cheveu, il refait pour nous le chemin qui monte vers nos mémoires scandaleuses. Cette aventure dans les régions les moins innocentes de l'être n'a son égal que dans l'écriture hallucinée des voyants. Pour tout dire, Topor n'est autre qu'un superbe hérétique. Sur le corps conformiste, il plaque sa vision du corps outrepassé. Dans nos prisons mentales, il a le geste qui déverrouille. Sans lui, la loi serait plus légale et la quotidienneté plus quotidienne. Mais ce traqueur de dogmes qui se détraque à les traquer n'est jamais si heureusement patraque que lorsque son trac le matraque. Son désespoir, qui sait boire et enivrer son exubérance, qui sait faire jeûne et abstinence, sont peut-être encore les meilleurs moyens dont il dispose pour nous conduire, éberlués, au centre de son génie ambigu. Alors, la première rencontre avec Topor, c'était aussi un effet de surprise pour vous, Marcel Moreau? Oui, j'ai rencontré Topor à l'atelier Clos et Bramsen, là où il imprimait ses litos et ses linos. Il faisait imprimer ses litos et linos. Et puis tout de suite, le contact a été extraordinaire. Et puis il s'est mis à me lire et la complicité est venue et puis le besoin de se revoir, de se rencontrer, au point qu'un jour il m'a demandé de lui écrire un texte qu'il illustrerait évidemment. Et ce texte, c'est devenu le gros youkouyou. Alors quand il m'a demandé ça, j'étais un peu perplexe, pour ne pas dire plus, parce que je me disais, je vais quand même pas faire du Topor. Comment faire quelque chose qui puisse le surprendre sans, tout en étant du Moreau, quoi. Bon, c'était une gageure pour moi, c'était difficile. Et puis alors,
finalement, c'est un texte... j'ai déliré. Je crois que j'étais moi-même, mais enfin avec une autre dimension, une dimension sarcastique que je ne me connaissais pas vraiment, mais enfin là, c'est venu tout naturellement. Et ça lui a beaucoup plu, et puis c'est devenu un livre important pour moi. D'ailleurs, j'ai eu la chance que ce livre soit publié, imprimé chez Bramsen. Ce n'est pas son travail à Bramsen de faire des livres. Mais là, il l'a voulu, et son équipe aussi, ça a réjoui son équipe. Et il y a eu un petit problème, parce que quand le livre a été terminé, Bramsen s'est aperçu que c'était un grand professionnel très exigeant. S'est aperçu qu'il y avait un petit nuage, je m'en étais même pas aperçu, dans le papier. C'est-à-dire qu'il avait utilisé une encre peut-être un peu vieillie, je sais pas. Il y avait trop de graisse. Et alors il était très embêté. Et c'était coûteux de recommencer. Mais il a tenu à le faire. Et ça m'a un peu arrangé, je dois dire, parce que je m'étais aperçu dans mon texte que j'avais laissé une faute d'orthographe. Alors pour moi, c'était, comme qui suis correcteur de métier, c'était quand même douloureux aussi. Alors j'en ai profité pour corriger la faute. Et alors le livre a finalement apparu. Et puis voilà, on était tous les deux, tous les trois, puisque Topor aussi était de la partie. Puis j'ai eu l'occasion de publier un autre livre chez Bramsen, mais c'était cette fois avec Antonio Sora, le grand peintre. Mais là, je dois dire que j'ai un sentiment d'échec là, parce que je ne connaissais pas très bien l'œuvre d'Antonio Sora, qui était donc le frère de Carlos Sora, le cinéaste espagnol. Et il s'était mis à me lire aussi, et il m'a proposé de faire un texte pour 13 portraits, il avait fait. Alors j'ai fait ce texte, j'ai travaillé sur les portraits, mais je ne connaissais pas l'œuvre entière d'Antonio. Et plus tard, je l'ai découvert dans une grande exposition qui avait lieu à Toulouse, et j'ai été émerveillé. J'ai eu le remords, je me suis dit, le texte que j'ai écrit pour Antonio n'est pas à la hauteur de ce que je viens de voir. C'est un génie extraordinaire. Et là, c'est un livre que je ne montre à personne, parce que je ne suis pas content de mon texte. Lui, Antonio Sora en était très content, et c'était un homme d'une humilité extraordinaire. Il a tenu absolument à ce que mon nom précède le sien sur la couverture. Je lui ai dit, mais non, c'est un texte, tu as fait des dessins... Et moi, j'écris un texte sur tes dessins, donc il n'y a rien à faire. C'est extraordinaire de rencontrer des gens comme ça, qui sont aussi humbles. Voilà, donc bon, c'est un petit aparté. D'accord. Mais à la base, enfin au départ de Grouillou Couillou, comme c'est un jeu, est-ce que je me suis demandé, mais c'est assez par assonance, est-ce qu'il y a l'idée d'une partie de couillon, et alors quand même déjà une ressemblance avec certains personnages de Topor dont il leur manque une partie du corps. Bon, c'est un jeu qui se déroule entre des gens qui sont amputés. Oui, ben, je me suis inspiré. Vous savez, quand j'étais tout jeune, le seul moment où je me trouvais en compagnie de mon père, c'était rare. C'était un homme très fatigué, il exerçait un métier pénible, il était couvreur. Je ne le voyais pas beaucoup. Mais tous les 15 jours, nous allions au stade de football du village où je suis né. Je l'accompagnais. Et nous étions tous les deux, nous avions une complicité sur le football. Et alors, j'ai traduit une vision complètement déformée de ce football. Je relate dans le Grouillou Couillou un jeu qui peut ressembler de loin, mais de très 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 loin, à une partie de football. Tout est à l'envers dans ce texte.
n'est-ce pas, il y a des règles? Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. L'arbitre siffle le beau jeu. Et le mauvais jeu, il ne siffle pas. Voilà. Hein? Oui, non, mais là c'est pire, hein, parce que... Et alors on s'aperçoit finalement que tout le monde tape dans un objet, hein, c'est gluant, c'est vaseux, c'est marécageux, et tous les joueurs s'enlisent, et puis à la fin on s'aperçoit que l'objet en question sur lequel tout le monde se déchaîne comme ça, dans tous les sens, c'est un cul, tout simplement. On tape sur un cul, voilà. Ça se termine comme ça. Alors, voilà. Et je l'ai relu récemment, ce texte. Et, bon, je suis habituellement assez sévère sur la qualité de mon humour, mais là, bon, je suis assez content, finalement. Et les images de Topor sont venues après, donc après le texte. Ah oui, oui. Alors oui, elles correspondent absolument à ce qui se passe sur le terrain, si on peut parler du terrain. Hein. Oui, là, il a été très, très inspiré, oui. Vous avez eu l'occasion de voir l'exposition, là, ici. Oui. Bon, il y a pour vous des choses que vous n'aviez jamais vues de Louis ou pas? J'ai vu beaucoup de choses quand même, oui. Oui. Et entre autres, cette lito, on voit, ou cette lino, je pense, c'est une femme énorme avec un petit garçon qui La dure école, ça s'appelle. La dure école, je crois. C'est possible, oui. Et il y a eu l'an dernier un spectacle au théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine sur certains de mes textes. C'était une saison théâtrale consacrée à l'amour et à la femme. Ils avaient puisé leur thème dans un de mes livres féminaires, et c'était interprété par Jean-Claude Drouot avec sur fond musical. Il y avait un orchestre de chambre, le Quatuor Ludwig, et Jean-Claude Drouot a été fasciné par ce dessin. Il m'a demandé s'il pouvait l'emporter, et il figure dans le spectacle qui a eu lieu au théâtre, et il l'a gardé pendant très longtemps. Il était devenu complètement amoureux de cette œuvre-là. Et je lui ai prié gentiment de me la rendre quand même, parce que j'y tenais beaucoup aussi. Et voilà, une petite histoire de... Le titre, c'est... Il me semble que c'est La dure école. Oui, c'est possible. De mémoire. Ouais. Bah, je dois dire que le texte ne m'a pas beaucoup intéressé, beaucoup moins que le dessin lui-même. Si on écoutait la voix de Roland Topor, ça vous convient, Marcel? Oui. Alors, on est en février 1997. Roland Topor était venu à Bruxelles mettre en scène un hiver sous la table, dans la version flamande, Un Winter onder de Tafel, au KVS, donc au Théâtre Royal Flamand, où a eu lieu l'entretien. Et on va écouter les 4 premières... Enfin, oui, je crois que c'est le tout début de l'entretien. Qu'est-ce que je lui demande encore? Je crois que j'ai laissé la question. On va voir. Si on vous présentait comme étant un peu un touche-à-tout, ça vous conviendrait? On ne me laisse pas toucher à tout. Je prends souvent des tapes sur les mains. Oui, enfin, disons qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent, et puis d'ailleurs qui font partie du même métier, si c'est un métier, et disons des mêmes intérêts. Mais bon, il y a des choses pour lesquelles je reconnais mon incompétence, et puis d'autres pour lesquelles je ne l'ai pas encore vu. Même si d'autres l'ont vu et l'ont signalé à leur lecteur. Mais on vous l'a sans doute demandé 1000 fois. Où tout cela a-t-il commencé? Comment tout cela a-t-il commencé? Était-ce le dessin? Était-ce le texte? Ou était-ce déjà tout en même temps? Non, je crois que les choses ne démarrent pas en même temps, mais paraît logique. Enfin, moi, je crois que c'était le dessin, vraiment, le départ. Mais le dessin est une façon aussi, c'est un vocabulaire
de soi à soi, qui permet de s'écrire à soi-même. La preuve, quand on prend un croquis, même pour je parle pas de dessinateur, mais même une jeune femme ou une femme qui veut repérer une emmanchure ou un truc à expliquer à sa couturière comment faire la robe, elle dessine un détail, ou quand on veut aller quelque part, on demande un plan à quelqu'un, les gens font un schéma. Donc le dessiner, en fait, avec le dessin, on peut faire des choses très différentes, mais disons que c'est un langage tout à fait élémentaire et qu'on utilise. Moi, j'appelle ça l'auto-école. C'est des lettres qu'on s'envoie à soi-même, quoi. On fera un petit croquis, un petit schéma où je sais ce que ça veut dire, même si les autres ne le savent pas. Donc, le dessin est mon premier vocabulaire entre moi et moi. Mais assez vite, j'ai eu l'impression qu'on essayait de me confisquer les mots. Quand on dessine, quand on est au lycée, il y a toujours des gens qui font des poèmes ou qui écrivent, et puis vous, très vite, vous êtes pris comme le dessinateur qui illustrera les poèmes, et puis quand il y a une exposition, on demande à quelqu'un qui écrit de faire une préface. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on me confisque les mots. Je tiens autant aux mots qu'aux images, et le langage, j'en ai besoin parce qu'il y a des images qui sont des moments d'histoires que je me raconte, et de temps en temps j'ai envie de les faire exister d'une autre façon que visuellement, d'entendre ce que disent les uns les autres et de voir comment on peut raconter cette histoire. Et donc finalement j'ai assez tôt commencé à écrire, c'est vrai, mais ça a toujours été l'un avec l'autre. Et ensuite, quand on dessine, on peut faire avec le même petit dessin, soit une cravate, soit un dessin animé, soit une fresque. Ça dépend des moyens qu'on vous offre, ou un monument. Et quand vous écrivez, vous pouvez aussi bien écrire un poème qu'une chanson, qu'un slogan publicitaire, ou qu'un roman, ou qu'un essai. Donc il y a la logique même en tant que lecteur, moi je suis très diversifié, et donc j'ai envie aussi de faire des choses dans des domaines différents. Là, on parlait, ce n'était pas prévu, on parlait du métier de couturière ou d'une femme à son nom. Oui, ça peut être un homme. J'ai de la femme parce que je me rappelais ma mère ou ma sœur parlant de petite emmanchure ou d'un petit truc et dessinant pour elle, pour dire comment c'est. Bon. Moi, je regrette beaucoup que les gens perdent le dessin comme moyen d'expression parce qu'il est libre. Il n'y a pas de... Bizarrement, puisque... Il y a une valeur ajoutée pour les dessins de l'art, pour les dessins artistiques. Bizarrement, ça décourage les gens qui ne sont pas des artistes de dessiner parce qu'ils disent que je fais ne vaut rien ou ne vaudra rien. Mais en dehors de la valeur ajoutée ou de produits, de marchandises que peut avoir un dessin, le dessin est une façon toute bête de s'exprimer exactement comme le langage ou comme l'écriture. Là, ça c'est peut-être un peu le versant le plus sérieux de ces deux extraits d'entretien. On en entendra un tout à l'heure où Roland Topor se lâche. Alors, les images de Roland Topor sont pas faites pour nous arranger, elles nous dérangent. Et moi, le contact que j'ai eu avec lui, c'est un homme exquis, charmant et extrêmement prévenant. Très généreux. Très, très généreux. C'est certainement un des hommes les plus généreux que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai dit ça parce que à un certain moment, il a appris, je ne sais pas comment, que j'étais un peu dans la gêne sur le plan matériel. Et il est venu me voir et il m'a dit « Marcel, si tu veux qu'on fasse un autre livre, je suis tout prêt. » Alors je l'ai remercié, évidemment. J'ai compris que il a fait une petite allusion qui m'a fait comprendre qu'il était au courant de ce qui m'était arrivé. Et ça m'a beaucoup touché, oui. Évidemment, je n'ai pas donné suite à son offre. C'est dommage, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, bon, je ne me sentais pas prêt à ce moment-là, précis. Voilà. Mais il était comme ça, vraiment, un homme exquis. Jamais un mot de jalousie envers les autres artistes. Non, vraiment. J'ai eu de très belles conversations aussi avec lui. Je voudrais
sortir un petit peu peut-être du topor humoriste, etc., avec son rire. Moi, je me souviens avoir eu des conversations très, très profondes avec lui, très, très intéressantes, et surtout des sujets, quoi. Et il aimait beaucoup ça aussi, hein. Il aimait sortir un peu, parfois, de sa tradition d'humour noir et tout ça. Et il était vraiment... il était très intelligent, il avait une finesse psychologique comme ça qui était vraiment très, très, pour moi très, très, très prenante, très intéressante, mais très enrichissante. Dans L'homme élégant, c'est un peu là où je veux en venir, Marcel Moreau, c'est la question de la confusion, de la méprise, et peut-être du danger, mais enfin j'hésite un peu à utiliser le mot danger, de confondre l'œuvre avec l'homme. Dans L'homme élégant, il écrit, mais enfin, qu'ils s'imaginent quoi les gens? Sous prétexte que je dessine des choses horribles et que j'écris des histoires affreuses, ils se figurent que je suis un sale type, un obsédé sexuel, un sadique, un psychopathe, une brute, un malpoli. Bon, et en finale... Il conclut, je dois confesser qu'il m'arrive d'éprouver des regrets à me voir banal comme je suis. J'ai l'impression d'être un imposteur, un humoriste indigne de sa réputation. Si j'étais le moi que les autres imaginent, si je ressemblais à leur fantasme, je serais plus proche du public. J'en ferais partie. Il est tellement merveilleux, le public. Non. Oui, mais là, il était un peu il exagère un peu dans la sous-estimation de soi-même, quoi. Bon, j'ai écrit un petit texte dans Morale des épicentres, sur le rire. Parce que quand j'ai commencé à avoir des relations assez suivies avec lui, bon, au début, son rire me désarçonnait un peu. Parce que les raisons pour lesquelles moi, je vivais dans un milieu où le milieu des correcteurs de la presse parisienne, où l'humour, c'était vraiment très, très important. Ça fusait de toutes parts. C'était surtout à base de calembours. Et je me suis aperçu tout de suite que la raison pour laquelle Topo riait et faisait rire n'était pas nécessairement celle que j'avais jusque-là éprouvée moi-même. Et j'ai dû m'adapter un peu à ça. Et après, j'en parle, c'est un texte assez court. Et où est-ce que j'ai... Je ne sais pas où c'est... Lorsque je rencontrai pour la première fois l'ami Topor, et il entendit l'exploser de son fameux rire, je remarquai ce que les ressorts de ce rire avaient d'inhabituel. J'eus l'impression, pour ma part, d'en être resté à des modes plus classiques de drôlerie. Grosses blagues, calembours plus ou moins salaces. Bref, toute recette étrangère à la mise en joie de Topor. Lui, c'est dans le menu fretin des mots et des images, percutés par son imagination, qu'il puisait ses réjouissances. Rien ne semblait devoir échapper, jusque dans les situations les plus languissantes, à son regard sur les choses, dont la trop stricte ordonnance ne pouvait que lui cacher de secrètes démangeaisons de liberté. Il serait leur libérateur, de même qu'il le serait à l'écoute de discours trop bien ficelés pour être vrais et qu'il rétablissait d'une saillie dans leur droit au vagabondage. Au début, je riais parce qu'il riait. Plus tard, je ne rirais que pour les raisons qui le faisaient rire, devenues les miennes. Ces raisons n'étaient pas raisonnables, elles avaient la saveur et le jus des réalités familières, pressées comme un fruit, par une sorte de logique enjouée, jouant à jouir de n'en être pas une, reconnaissable comme telle. Il n'y avait pas chez Topor de volonté de faire rire. C'était une virée plus qu'un voyage aux îles dérivantes. Son subconscient, y buvant entre amis l'alcool tantôt fort, tantôt doux de la lucidité. Un mouvement spontané, généreux, proprement génial, rafraîchissant en diable. D'heureuses collisions entre le tranchant du pessimisme et la contondante dérision. Mine de rien, il en savait long sur la comédie de vivre et ses dessous tragiques. Ses dessous, il pratiquait l'art espiègle de les lui enlever en un tournement. Il était bien le seul dans son genre à déculotter la mort, sa vieille ennemie. Il lui fallait bien ça, s'offrir cet impayable moment où la mort apparaît sexuée,
avant qu'elle ne se rhabille en spectre. Le rire de Topor m'a fait mieux comprendre en profondeur l'humour de son œuvre. Rire sanguin, sans jamais être grossier, pulmonaire mais raffiné, jubilatoire, mais sachant se faire tolérance quand il distance d'un rien la cruauté. S'il vivait encore, je lui conterais les mésaventures du mot zébu. Un jour, un éructant xénophobe du Front National traita de zébu fou un militant noir de l'antiracisme. Quelle ne fut pas ma surprise un an plus tard lorsque j'entendis un humoriste de gauche, démocrate bon teint, caricaturer le Premier ministre de la France en zébu, lui aussi, avec force détails sur la disgrâce de son échine. En rapprochant les deux comparaisons, venues d'horizons politiques si opposés, je ne pus m'empêcher de penser une fois de plus que nous vivions sous la dictature du paraître beau. Le zébu tombait à point nommé pour me le rappeler. Il avait indifféremment inspiré la pulsion raciste et le réflexe esthétique, mettant ainsi les contraires au moins d'accord sur un point, le primat des apparences dans nos sociétés du spectacle. La bêtise a toutes ses chances pourvu qu'elle habite une forme avantageuse. Il y aurait de quoi en rire ou ricaner quand on sait ce que recouvre de superficialité le discours égalitaire. Je m'imagine aujourd'hui narrant cette histoire, au fond très banale, à Topor. Je crois bien qu'irrésistiblement nous aurions rendu aux zébus ces lettres de noblesse. Nous serions devenus de chers amis de cet animal injustement décrié. Nous en aurions réhabilité la bosse, en aurions fait l'objet de notre admiration, tout en refusant cette admiration au Premier ministre. Peut-être eussions-nous ri, mais point comme des bossus, cela ne nous ressemblait pas, aux dépens de la dictature du paraître beau et des humiliations qu'elle implique. Souvent, j'ai bu avec Roland pour la bonne cause, la cause des échanges régalants. Je dis bien, j'ai bu sans ésayer. Maladroit au cœur, cette fois-là, cette confidence qu'il me fit autrefois. J'évite les auteurs graves, qui pensent sérieusement. Mais toi, qui parles pourtant de choses profondes et graves, j'aime te lire. Il y a du vin dans tes mots, en plus qu'il y a de la chair. Mais vous savez aussi, Marcel Moreau, que réduire un être humain à un animal, bon, mais le zébu d'abord est un animal très élégant, même si, bon, il y a cette protubérance, cette bosse de graisse, mais rendre un être humain à l'état animal, ou le qualifier, ou le réduire à une bête, c'est somme toute lui ôter son humanité. Oui. Voilà. Voilà. Alors, je voulais vous montrer. C'est un livre qui n'est pas. Qui a été réédité, mais sans la couverture. C'est une illustration que Topor avait faite pour le Sacre de la femme. Et ça m'a. J'aimais beaucoup cette illustration. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est lui-même qui me l'avait proposé. Il savait que j'étais en train d'écrire une célébration de la femme. C'est lui-même. Et alors, à l'apparition de ce livre, il y a eu un grand article dans un quotidien parisien. Et le critique littéraire commençait ainsi sur papier: lisez ce livre, lisez-le d'un bout à l'autre, mais surtout, ne regardez pas la couverture. La couverture représente un pithécanthrope femme. C'est horrible. Eh bien non, c'est pas horrible du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une gracieuse créature. Moi, je trouve, voilà, magnifique, désirable. Bon. Mais elle n'aurait pas la main dans son ventre que l'image. Oui, alors là, c'est la curiosité de. Ça fait très napoléonien, ça. Je sais pas. Kangourou aussi, hein. C'est érotico-napoléonien, mais bon. Oui, kangourou, mais enfin bon. Je ne sais pas ce qu'elle cherche dans son ventre. Peut-être qu'elle veut retirer
des entrailles, je ne sais pas. C'est un mystère. Il ne s'en est jamais expliqué devant moi, mais j'aime beaucoup ce dessin. Voilà. On va se plonger, si vous le voulez bien, Marcel Moreau, justement dans l'explication d'un dessin qui m'avait un petit peu interpellé. Donc en 1997, il exposait aussi chez Jean Marchetti, et à ce moment-là, il venait d'illustrer l'Embrouillamaxi, publié par Marchetti, si mes souvenirs sont bons, d'André Stas, avec des dessins de Roland Topor. Vos dessins sont, on peut dire, métaphoriques, souvent. Oui, souvent, oui. Il y en a un où je n'ai pas très bien compris la métaphore. Allons-y. Mais c'était peut-être pas un des dessins métaphoriques. C'était peut-être purement con, celui-là. Parce que j'aime bien la connerie aussi. La connerie est toujours métaphorique. En fait, c'est une aquarelle, ou alors un dessin. Il représente une oreille, le contour de l'oreille à la forme d'un serpent, et il y a la petite souris dans une sorte de loir. Je crois que c'est un loir. Oui, ça change tout. Si c'est un loir, c'est plus un rat. Bon, on dit bien la puce à l'oreille, en fait. Mais disons que les circonvolutions de l'oreille peuvent faire naître l'idée d'un serpent, mais je trouve assez drôle cette coexistence qui a l'air pacifique pour l'instant, d'un loir dans l'oreille et d'un serpent. C'est plein de sens, mais je ne sais pas lequel. Et Jacques Vachier avait dit il est dans l'essence des symboles d'être symbolique. Vous n'y est pas beaucoup. Non, on ne peut pas toujours. Moi, j'aime bien les dessins où je me dis tiens, qu'est-ce que ça raconte? Ça veut dire quoi? Et de ne pas très bien comprendre. Et en fait, j'y suis arrivé par là. C'est vraiment comme ça, en dessinant au fil du crayon, quoi. Et en me disant tiens, c'est amusant, c'est drôle. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais alors, par exemple, dans les 15 dessins que vous avez fait pour le livre d'André Stas, l'Embrouillamaxi, il y en a un où là, je pense quand même c'est un petit peu plus concerté. Ça m'arrive. Oui, mais vous avez vraiment mis en image l'expression bien connue, avoir des couilles au cul. Ah oui. Et oui, eh bien, c'est drôle parce que ce dessin, je l'ai fait le jour du passage à l'horaire d'hiver. Parce que je trouvais que c'était drôle, ce côté. Alors, je me suis dit, on peut imaginer que, puisqu'on change l'heure d'été, l'heure d'hiver, peut-être comme dans les pendules où on règle avec des poids, les pendules, alors peut-être pour les mettre à l'heure, peut-être qu'il faut mettre les couilles par derrière pour l'horaire d'hiver, par devant pour l'horaire d'été. Vous voyez, ça reste assez gamin. Vous avez l'air consterné. Je n'étais pas seul. Ça vous satisfait comme explication? Non, oui. Bon, on va redevenir sérieux, c'est un peu dur. Hein. Il y a un peu d'éloge de la folie. Non, mais c'est pas sérieux. Enfin, de toute façon, on peut dire des choses comme ça qui ont du sens sans être absolument sérieux et surtout pas lugubre. Mais est-ce qu'il poursuivait quelque chose? Oui. Je ne me suis pas penché sur lui en psychanalyste. Non. J'ai laissé parler mes instincts et voilà, bon. Mais pourtant, je sais très bien que son rapport à la mort était très fort. Hein. Bon, ça, c'est sûr, j'en ai fait l'expérience. J'avais habité un jour dans une petite maison que j'habitais dans l'Ariège. Et puis, en partant de cette maison en voiture, c'est pas moi qui conduisais, je ne conduis pas, et lui non plus. Et puis, pendant tout le trajet, on devait aller à 100 km de là dans une auberge où on était attendus. Et il n'a pas dit un mot pendant tout le voyage. Il serrait les fesses, ça c'est sûr.
Parce que l'Ariège, c'était une région très... Il y a des endroits très vertigineux, il y a des ravins, il y a des routes très étroites et tout ça. Et là, il avait vraiment peur. Après, quand il est sorti de voiture, là, il a poussé un grand soupir de soulagement et puis il a commencé à déconner intelligemment, comme d'habitude. Je crois que c'est Yves tout à l'heure qui nous racontait que pour un titre collectif publié au Délibule, Autotombe, c'est ça, où il est question de mort, évidemment, ça avait posé toute une histoire. Et alors que son épitaphe, ce serait, la sienne propre, ce serait Bon débarras, que vous... Marcel Moreau, vous aviez mis d'autres signets dans votre livre Morale des épicentres. Non, mais ça n'a rien à voir avec Topor. Ah là. bon, d'accord. Non. Très bien. Ben, revenons-y alors. Ben, est-ce qu'il y a un éloge de la folie chez lui? Je ne sais pas si je peux parler d'éloge, ça lui vient tout naturellement, il est dans un certain dérèglement des sens, n'est-ce pas? Et vous parlez justement tout à l'heure le sens vient après, il ne sait pas. Il ne sait pas. Je connais très bien ça aussi en écriture. J'obéis à des pulsions, à des impulsions, à des mouvements giratoires parfois et tout ça. Et puis, je ne suis pas sûr de ce que d'avoir parlé sensément à ce moment-là. Hein, s'il y a du bien fondé dans ce que j'ai écrit. C'est après que j'en juge moi-même, que je me dise, tu devais dire ça, si tu l'as. Bon, il y a des choses. Après, je peux aussi corriger. Hein, je peux aussi revenir en arrière. L'écriture le permet. Un décès, c'est différent. Une fois qu'il est fait, c'est. Mais enfin, là, je me sentais vraiment en connivence avec lui, parce que c'est une aventure, d'abord une aventure, l'écriture. Il n'y a pas ce n'est pas prémédité, ce n'est pas échafaudé d'avance, il n'y a pas de plan. Pas de scénario. Non, il n'y a pas de scénario. Et on se lance. Je pense qu'il y a, au départ, on a une confiance dans une certaine instinctivité, hein, une spontanéité. Hein, on a l'impression que quelque chose en nous, dans le corps, surtout dans le corps, c'est un homme du corps aussi, que quelque chose veut s'exprimer. Hein, il faut le laisser s'exprimer, voilà. Et après, on en prend le meilleur, et s'il y a du plus mauvais ou du pire, moi, je rature à ce moment-là. Mais d'abord, c'est l'élan. Et le rythme aussi pour vous? Le rythme, évidemment, le rythme. C'est très rythmique tout ce qu'il fait, hein, aussi. C'est un autre rythme, évidemment, mais c'est très important. C'est une sorte de... Chez moi, plutôt que rythme, je parle de préférence de trépidation, quoi. C'est une trépidation. C'est une nervosité intérieure, mais dans le bon sens du terme. C'est une nervosité positive, c'est une impatience aussi, une impatience. L'impatience de trouver, Je pense qu'il cherchait un sens. Hein. Il cherchait un sens à la vie, comme beaucoup de gens, même parmi les plus pessimistes ou les plus nihilistes. On est toujours à la recherche de quelque chose qui vous dépasse comme ça et qu'on peut appeler finalement sens. Et moi, je considère que le sens est introuvable. Pour moi, enfin, je ne suis pas croyant déjà au départ, donc le sens est introuvable. Mais c'est toute l'importance de ce sens. Il n'est pas dans le fait de le trouver, mais c'est dans le fait de le chercher. Tout se passe dans la recherche. L'enthousiasme qu'on y met, la passion qu'on y met, la sincérité qu'on y met, c'est ça qui me tient en haleine, moi. Et au tout début, vous vouliez aussi inventer des sons.
Ou vous faire inventeur de son. Oui, j'en parlais tout à l'heure, ça c'était ma première... quand j'étais jeune, je n'ai pas d'abord rêvé d'être écrivain, bien que je lisais déjà beaucoup tout jeune. Hein. Bien sûr, c'était des bandes dessinées ou alors des livres de KPDP, voilà. Mais avant la mort de mon père, c'est-à-dire avant l'âge de 15 ans... 15 ans pour moi, bien sûr. J'étais déjà dans la lecture jusqu'au cou. Mais ce besoin de lecture avait été précédé d'une passion impossible. Je voulais devenir un inventeur de sons, musicien, compositeur. Je sentais en moi, il y avait une présence de musique très forte. Mais là, évidemment, c'était une musique primitive chez moi, puisque j'étais surtout un homme d'instinct, je n'étais pas un homme de système. Donc, c'était très primitif, et je m'étais acheté un tam-tam à l'époque, et je tapais sur ce tam-tam toute la journée. Finalement, je me suis dit, tu dois prendre des cours de solfège, il faut passer par là. Bon, j'ai suivi des cours de solfège, et puis j'y ai renoncé au bout de 2 leçons, parce que je ne parvenais pas à assimiler la technique. Il me semblait que tous les rythmes qu'il y avait en moi étaient étrangers à l'enseignement de la technique. Donc, je me suis résigné, je me suis dit, tu ne deviendras jamais un inventeur de son. Et je crois que ce goût, cet amour de la musique qu'il y avait en moi, il est passé petit à petit dans l'amour des mots. Donc aujourd'hui encore, quand j'écris, pour moi, il y a 2 exigences. Il y a l'exigence de sens et l'exigence de musique. Et il faut que ces 2 exigences se rencontrent au moment où j'écris, dans la pulsion d'écrire, dans le rythme de mon écriture. Alors, si cette rencontre ne se fait pas, si cette coïncidence ne se fait pas, je ne suis pas content. J'ai l'impression que le sens en a souffert, qu'il n'est pas ce que j'attendais de lui, et que la musique n'est pas non plus ce que j'attendais d'elle. Donc, parce que ça va très vite, tout ça, vous savez, dans ce rythme-là, il est un peu fou, quoi. Bon. Mais je peux pas. Il faut que les mots sonnent. Il faut que ce que j'écris, que ce que je décris chante absolument. Même si c'est quelque chose de trivial, même une merde, il faut que ça chante. Voilà, j'ai cette. Je veux entendre cette résonance. C'est la résonance qui donne son sens aux mots. Voilà, en fait. Comme dans des alali, dans les Alléluia. Oui, voilà. Alors là, c'est votre dernier livre. C'est mon dernier livre. Alors là, il y avait mes brouillons, donc ont été donc retravaillé, enfin revisité par Pierre Alechinski à cette litho d'Alechinski. Donc, parce que quand il a vu mes brouillons pour la première fois, il a eu le coup de foudre et il m'a dit je vais absolument faire un travail là-dessus, comme c'était l'intention de Jean Dubuffet aussi à l'époque. Et Jean Dubuffet a mis certains de mes brouillons au musée de l'art brut de Lausanne. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que mes brouillons, moi je croyais que c'était vraiment la manifestation d'un manque de grâce d'écrire. Je n'avais pas la grâce, ce n'était pas quelque chose, une démarche élévatoire. Et en fait, le regard